Bonjour à tous et bienvenue, je suis Camille Herman, biologiste. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet à l'intersection des neurosciences, du métabolisme et de la nutrition. Et cela remet en question l'une des croyances les plus admises aujourd'hui, que ce que nous mangeons nourrit notre cerveau de la même manière. Mon invité aujourd'hui, l'incroyable docteur Lisa Mosconi, affirme que la ménopause ne commence pas dans les ovaires, comme on le croit souvent, mais dans le cerveau. Des transitions hormonales à l'efficacité mitochondriale, de la performance cognitive à la neurodégénérescence, son travail redéfinit notre façon de penser la nourriture, non seulement comme de l'énergie, mais comme une information pour le cerveau pendant la ménopause. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être ici et c'est si agréable de vous voir. Docteur Mosconi, vous dites que pendant la ménopause, que vous appelez le grand M, la ménopause n'impacte pas seulement les ovaires, mais aussi le cerveau, et vous parlez même de neuroménopause. Pourriez-vous expliquer comment le cerveau est affecté, notamment par les hormones? Oui, en tant que société, nous associons la ménopause au fonctionnement des ovaires et c'est logique car c'est la définition médicale de la ménopause. Cependant, la ménopause impacte tout autant le cerveau. Beaucoup de femmes remarqueront que les symptômes, bon nombre des symptômes de la ménopause sont de nature neurologique, comme les bouffées de chaleur. Même si c'est votre peau, on a l'impression qu'elle change de température, mais c'est en fait le cerveau qui a des ratés dans la régulation de la température corporelle, mais aussi des changements de sommeil, d'humeur, du brouillard mental, des pertes de mémoire. Ce sont tous des symptômes très courants de la ménopause. Ils sont plus légers pour certaines femmes, plus forts ou plus graves pour d'autres, mais ce sont tous des changements neurologiques. Et vous avez expliqué que le cerveau peut se réorganiser pendant la ménopause. Pourriez-vous décrire par exemple à quoi ressemble le cerveau avant et après la ménopause? Oui. Ainsi, des décennies de recherches précliniques sur la ménopause ont montré que la ménopause est en fait un projet de rénovation du cerveau. La raison étant que le cerveau est très étroitement lié aux ovaires. Et cette connexion est activée à la puberté, mais doit ensuite être démantelée lorsque les femmes traversent la ménopause. Il y a donc de nombreux neurones dans le cerveau qui sont essentiellement impliqués dans la fonction reproductive et qui ne sont plus nécessaires après la ménopause. Et cela conduit à un recablage potentiellement du cerveau qui est censé soutenir les femmes alors que nous passons d'une phase reproductive à une étape non reproductive de la vie. Maintenant, pour ce qui est de l'apparence de nos cerveaux de femmes, la recherche est honnêtement en train de se faire en ce moment même. Si vous pouvez le croire, en 2017, nous avons appris plus tard que nous avions publié la première étude examinant le cerveau des femmes au stade de la préménopause, de la périménopause et de la postménopause et comparant ces stades de la ménopause. Et ce que nous avons découvert, c'est qu'il y a en fait pas mal de différences. Le cerveau postménopausique présente moins de matière grise dans certaines parties du cerveau. Il montre moins de blanche. De matière dans d'autres parties du cerveau, là où la matière grise est essentiellement là où les neurones se touchent, là où la communication entre les neurones a lieu. Et la matière blanche, je sais que vous le savez, mais juste pour ceux qui écoutent, la matière blanche est en fait les fibres qui protègent les neurones. C'est donc le corps des neurones et elles assurent la connectivité à travers le cerveau. Celle-ci était donc plus faible au stade de la postménopause. Nous avons également montré des différences dans, et c'est intéressant pour la nutrition, je pense, la façon dont le cerveau utilise le glucose pour produire de l'énergie. En particulier, de nombreuses études précliniques et maintenant cliniques également ont montré que le taux métabolique du glucose ou glycolyse est réduit après la ménopause, ce qui est intéressant d'un point de vue nutritionnel.
et parce que nous nous concentrons sur la prévention de la maladie d'Alzheimer, nous avons également examiné les plaques d'Alzheimer dans le cerveau et nous avons montré que pour certaines femmes, pas toutes, certaines femmes, celles-ci commencent à devenir visibles dès le stade de la périménopause à la post-ménopause, donc pendant la transition ménopausique. C'est le cas des femmes ayant des antécédents familiaux d'Alzheimer et ou un risque génétique d'Alzheimer. Nous examinons maintenant les femmes qui n'ont pas le risque d'Alzheimer pour voir si c'est similaire ou non. Nous avons aussi montré des différences de connectivité. On vient de publier ça dans Scientific Reports, qui fait partie du groupe Nature. Et c'est très, très intéressant de voir que avant la ménopause, au stade préménopausique, le cerveau des femmes est plus, la connectivité est plus frappante, si vous voulez, par rapport aux hommes du même âge. Au stade de la périménopause, il n'y a pratiquement aucune différence entre les hommes et les femmes. Mais au stade post-ménopausique, la connectivité des femmes explose par rapport aux hommes du même âge. C'est une sorte de courbe en U où, au début, leur cerveau est hyper connecté. Puis, il semble y avoir une sorte de recablage, n'est-ce pas? Où on ne parvient pas tout à fait à trouver un schéma de connectivité significatif ou clair, et puis pouf, ça se remet en marche encore plus fort qu'avant. Ce qui, je pense, est quelque chose qu'on doit vraiment explorer davantage en termes de résilience potentielle, non? Oui, il y a eu un changement potentiel. Qu'est-ce que ça signifie? Nos cerveaux sont-ils connectés différemment, mais d'une manière qui est très utile aux femmes ou qui peut l'être? Ou est-ce quelque chose sur lequel on doit enquêter et dont on doit se protéger? Je penche plutôt pour la première option. Je crois au cerveau des femmes. Je crois vraiment au cerveau des femmes. Ouais. Et docteur Mosconi, c'est très intéressant parce que vous dites que les cerveaux masculins et féminins ont tendance à être différents. Alors, pourriez-vous expliquer comment? Et quelles en sont les implications pour la vie quotidienne d'une femme? Oui. Voyez-vous, c'est un sujet controversé en neurosciences. Parce que pendant tant d'années, l'idée était que le sexe chromosomique n'avait aucune importance pour le cerveau, sauf si on s'intéressait à la fonction reproductive. Mais on sait depuis des siècles que les hommes et les femmes diffèrent à certains égards. Ce n'est pas comme si les hommes venaient de Mars et les femmes de Vénus, n'est-ce pas? C'est de la culture populaire. C'est drôle, mais d'un point de vue biologique réel, nos cerveaux ne peuvent pas être les mêmes, en grande partie à cause de la régulation hormonale, n'est-ce pas? Le cerveau des femmes, globalement, fonctionne aux œstrogènes, alors que celui des hommes fonctionne, entre guillemets, aux androgènes. Et cela se reflète dans la quantité de récepteurs que nous avons pour ces hormones dès la naissance, n'est-ce pas? Nous, nos cerveaux de femmes, sommes câblés pour répondre préférentiellement aux œstrogènes. Et cela signifie que certaines parties du cerveau se développent un peu différemment selon que vous avez des œstrogènes ou non. Maintenant, ce que cela signifie pour la vie quotidienne, ce n'est pas que les femmes sont plus intelligentes que les hommes ou que, n'est-ce pas, cela ne veut pas dire ça. Ou que les hommes sont meilleurs pour se garer. Il y a beaucoup d'études qui ont été mal interprétées comme reflétant des différences de comportement ou de capacité intellectuelle, ou si vous devriez ou non être la directrice d'une entreprise, n'est-ce pas? Et historiquement, le cerveau des femmes a toujours été rabaissé. Beaucoup de recherches en neurosciences visaient à montrer que le cerveau des femmes était inférieur à celui des hommes. Nous ne faisons plus cela aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le neurosexisme maintenant. Et cela a été dénoncé. Oui, cela a été dénoncé. Et de nombreux scientifiques ont dit que c'était ridicule. Regardons la biologie ou la physiologie pour ce qu'elle est. Si mon cerveau fonctionne d'une manière différente du vôtre, cela signifie que les thérapies possibles, les ajustements de mode de vie possibles et ensuite
La façon dont nous vivons nos vies peut aussi être adaptée à notre propre biologie individuelle. Et je pense que c'est très important lorsqu'il s'agit de médecine préventive, mais aussi de médecine tout court, n'est-ce pas? Si j'essaie de protéger votre cerveau, je dois savoir ce dont votre cerveau a besoin pour être protégé. Et pour les femmes, c'est un peu différent de celui des hommes, ou à certains égards, c'est très différent de celui des hommes, n'est-ce pas? Et nous devons tous les connaître. Nous devons les cartographier. Et nous devons soutenir la santé des femmes, y compris la santé de nos cerveaux. Oui. Et pendant des années, la santé des femmes a été moins étudiée que celle des hommes, car la médecine est étudiée sur la santé masculine. Oui. J'ai aussi mentionné le docteur Mindy Pell, par exemple, sur le système hormonal. Et vous dites la même chose pour les neurosciences. Ce qui est intéressant, c'est que vous dites, en quelque sorte, qu'un cerveau ménopausé est un pouvoir, une sorte de pouvoir, un nouveau pouvoir pour les femmes. Pourriez-vous expliquer comment c'est un nouveau pouvoir? Eh bien, je pense que certains de mes collègues, en particulier le docteur Roberta Diaz-Brinton, qui est mon mentor depuis de nombreuses années, est l'une des pionnières de l'étude du cerveau ménopausé. Ce qu'elle a toujours dit, c'est que le cerveau post-ménopausique fonctionne sur une biologie différente de tout ce qu'il a connu auparavant. Ce cerveau ménopausé est donc un cerveau en transition. C'est un cerveau qui change. Il a besoin de changer. Il doit s'ajuster. Et chaque fois que nous parlons d'ajustement, d'adaptabilité et de plasticité pour le cerveau, c'est considéré comme un signe de force et de résilience. Maintenant, d'un point de vue comportemental, ce que certaines études ont montré, pas toutes les études remarquées, mais certaines études ont montré, surtout en Europe, que le cerveau post-ménopausique, ou du moins les femmes post-ménopausées, ont tendance à ressentir un regain d'énergie et de clarté mentale après la ménopause. Et elles connaissent également une hausse de leur sentiment de satisfaction de vie, à quel point À l'aise? vous êtes avec votre vie en général, et aussi plus d'empathie. Et il y a ces magnifiques études montrant que de toutes les personnes, de tous âges, les femmes post-ménopausées ont les scores d'empathie les plus élevés de tous les groupes. Et je trouve cela vraiment inspirant et cela parle vraiment aux femmes en général comme notre gentillesse, notre résilience, notre capacité à prendre soin des autres. Ce sont des qualités que, évidemment, vous savez, on apprend au fur et à mesure, mais il pourrait aussi y avoir un substrat biologique qui facilite cela. Et nous ne considérons pas la ménopause uniquement comme une fenêtre de vulnérabilité parce que les symptômes sont réels, on ne peut pas le nier, mais aussi comme une fenêtre de résilience et une fenêtre d'adaptabilité qui, je pense, mérite d'être explorée davantage et mieux. Et vous avez donc montré que les cerveaux féminins et masculins sont biologiquement différents. Et comment ces différences se traduisent-elles en besoins nutritionnels spécifiques, en particulier lors des transitions hormonales? Oui, c'est donc un domaine de recherche vraiment intéressant. Et encore une fois, c'est le genre de recherche qui n'a pas encore été mené de manière très approfondie. Ce que nous savons, c'est que la physiologie change pour les femmes. Donc, d'une manière générale, et ici, vous savez, les femmes, tout le monde est très spécifique quant à son régime alimentaire et sa nutrition. Je veux donc être absolument claire sur le fait qu'ici, nous parlons de la personne moyenne, n'est-ce pas? Cela peut ne pas s'appliquer à l'individu, mais en moyenne. Avant la ménopause, le corps des femmes est vraiment efficace pour brûler les glucides, les hydrates de carbone. Cet équilibre énergétique semble basculer, du moins chez certaines femmes, où votre métabolisme n'est plus aussi efficace pour brûler les sucres globalement. Et il y a un plan de secours, où par exemple les graisses et les corps cétoniques sont alors sollicités. Je ne suis pas une grande partisane des régimes cétogènes.
Je tiens juste à le préciser. Je veux être tout à fait claire sur le fait que les recherches ont montré jusqu'ici qu'un mode d'alimentation équilibré, incluant des glucides et limitant les sucres raffinés et autres, s'est avéré très efficace pour la santé globale des femmes. J'aimerais aussi voir des recherches sur les régimes pauvres en glucides pour les femmes ménopausées. Que pensez-vous des régimes cétogènes? Je trouve ça vraiment intéressant car c'est un nouveau domaine de recherche. J'aime la façon dont la science dit que nous devons changer notre alimentation avec l'âge et à différents moments de la vie, et en particulier à certains moments clés, surtout quand on est une femme, parce que, comme vous le dites très justement, les hormones changent, le cerveau lui aussi évolue, et l'estradiol, cette hormone importante, n'est plus présente dans l'organisme. On a un nouvel œstrogène, un œstrogène de secours, comme vous dites. Et donc j'aime ce point de vue selon lequel il faut changer sa façon de se nourrir. Donc l'approche cétogène est intéressante de ce point de vue. C'est intéressant, je suis d'accord avec vous. C'est intéressant et je pense qu'il est très important d'être flexible et de comprendre ce qui a pu fonctionner pour vous pendant de très nombreuses années peut ne plus vous convenir. Et c'est bien d'être ouverte, d'avoir l'esprit ouvert. Et bien sûr, j'aimerais voir plus de recherches dans ce domaine, mais quoi qu'il en soit, ce qui se passe dans le cerveau au niveau cellulaire est assez similaire car, comme vous l'avez dit, l'estradiol n'est pas seulement une hormone reproductive, c'est une hormone cérébrale aux multiples fonctions. Elle favorise le flux sanguin vers le cerveau, ce qui est crucial pour l'apport de nutriments et d'oxygène. C'est une hormone anti-inflammatoire. Elle soutient, c'est un antioxydant. Elle possède également des capacités antioxydantes et cela favorise la neuroplasticité. Mais ce qu'elle fait de mieux, peut-être, c'est de soutenir les cellules cérébrales dans leur fonction glycolytique, ce qui signifie qu'elle capte le glucose de la circulation et le brûle pour produire de l'énergie, ou l'ATP. Ce que le docteur Brinton a montré, du moins sur des modèles animaux, c'est qu'avec la transition vers la ménopause, l'estradiol est d'abord instable, puis il s'effondre. Et quand il est bas, le métabolisme du glucose est perturbé. Il y a une réduction de la quantité de glucose qui est absorbée par le cerveau. C'est comme si le cerveau disait « Merci, je n'en ai plus autant besoin » ou « Je ne peux plus en brûler autant, je ralentis un peu ». Et on le voit avec les scanners cérébraux. On voit cette sorte de baisse du métabolisme du glucose dans le cerveau, dans certaines parties du cerveau. Mais ensuite, ce qui se passe, c'est que le cerveau commence à brûler des graisses pour l'énergie. Au début, il brûle des acides aminés, mais ce n'est pas très malin pour un cerveau, car on en a besoin pour fabriquer des neurotransmetteurs. Et puis, assez vite, on voit le changement. Donc, du glucose aux acides aminés, au corps cétonique, puis aux acides gras. Et ce qui peut arriver chez les animaux, du moins, c'est que si vous commencez à brûler des graisses localement, cela peut affecter la substance blanche de votre cerveau, qui est de la graisse, n'est-ce pas? On ne veut donc pas que le cerveau commence à utiliser sa propre substance blanche pour produire de l'énergie. Nous n'étudions donc pas d'autres moyens. Ou quelles sont les stratégies alimentaires ou nutritionnelles les plus efficaces mais premièrement pour prévenir le ralentissement de l'activité et du métabolisme du glucose. Et puis, si le ralentissement n'est pas évitable, comment prévenir l'oxydation et l'inflammation qui en résultent? Je m'intéresse vraiment beaucoup aux régimes antioxydants et anti-inflammatoires. Je pense qu'ils sont très logiques à mesure que l'on vieillit. En particulier, c'est ma façon de manger, du moins. Et en parlant d'antioxydants, c'est très intéressant parce que vous dites que la nutrition la plus saine est celle qui se concentre sur les plantes. Oui. Les régimes à base de plantes.
Vous allez même au-delà de l'idée que la nourriture est un médicament et dites que les plantes sont des médicaments. Pouvez-vous expliquer Cela? Oui, oui. Je pense que la plupart d'entre nous connaissent la notion selon laquelle la nourriture est un médicament, mais en réalité, toute nourriture n'est pas un médicament, n'est-ce pas? Regardez les frites ou un burger. alors? Les aliments qui ont une qualité médicinale sont évidemment des aliments complets, qui sont nutritionnellement denses. Ce n'est donc pas l'aliment en soi qui peut être utile. Ce sont les nutriments que les aliments contiennent. Et ce qui est très important pour les neurosciences, mais en biologie en général, c'est que la nutrition, les nutriments fournissent des informations, n'est-ce pas? Il y a des nutriments spécifiques qui parlent directement à votre ADN. C'est le domaine de la nutrigénomique et de la nutrigénétique. C'est très intéressant. Et certains aliments et nutriments sont particulièrement importants à cet égard. Et les antioxydants sont, je pense, pour moi, les nutriments phares pour le cerveau. Les composés anti-inflammatoires, bien sûr, comme les acides gras oméga 3, ils communiquent. Ils vont directement à l'ADN dans le noyau de la cellule, signalant qu'un apport anti-inflammatoire arrive par la circulation. Ainsi, le corps n'a pas besoin de fabriquer lui-même beaucoup de composés anti-inflammatoires. Et je pense que les plantes sont des médicaments car elles contiennent la source la plus concentrée d'anti-âge, des nutriments que l'on puisse trouver. Il y a une variété d'antioxydants, des composés anti-inflammatoires, des minéraux, des sels. Il y a tous les nutriments dont le cerveau a besoin pour préserver ses fonctions. Et si je dis cela, c'est que de tous les organes du corps, le cerveau est celui qui est le plus susceptible d'être affecté par le stress oxydatif, n'est-ce pas? Il n'y a aucune capacité de lutte contre le stress oxydatif intégré au cerveau. Le seul moyen de réduire le stress oxydatif, car le cerveau produit beaucoup de radicaux libres du fait de sa grande activité métabolique, et le seul moyen de réduire ce stress oxydatif est votre alimentation en apportant des antioxydants par les repas. Et y a-t-il des plantes ou des aliments phares pour le cerveau? Pour le cerveau des femmes? Eh bien, pour le cerveau des femmes en particulier, des recherches montrent que les fruits à faible indice glycémique semblent très utiles, comme les baies, surtout les bleuets sauvages, les framboises, les fraises, les cerises. Un fruit vraiment excellent s'appelle le noni. En avez-vous déjà entendu parler? Ça vient de Polynésie? C'est très riche en nutriments antioxydants et en composés amers. Cela stimule aussi la digestion et protège la santé digestive. Des recherches montrent que les fruits tropicaux ont été au moins associés à la fertilité, à une meilleure fertilité chez les femmes, et ce serait la mangue, l'ananas. Ouais, c'est ça. C'est intéressant. C'est intéressant. Vous savez, c'est de la recherche observationnelle, mais pourquoi pas? Juste des fruits. C'est très bon à savoir. Oui, c'est bon à savoir. Les citrons, vous savez, sont une bonne source de vitamine C. Tous les agrumes sont bons en général, je dirais. Et puis, bien sûr, les légumes verts à feuilles sombres, les noix et les graines. Et si vous mangez du poisson, le poisson est considéré comme un aliment pour le cerveau. Je pense, selon tous les critères. Les œufs, je dirais, contiennent une bonne quantité de choline. Et la choline est un nutriment très important pour la santé du cerveau et pour la consolidation de la mémoire. Elle est utilisée pour fabriquer l'acétylcholine dans le cerveau et l'acétylcholine est l'un des neurotransmetteurs spécifiquement impliqués dans la formation et la consolidation de la mémoire. Oui, je dirais que ce sont les principaux, ainsi que les aliments riches en fibres. Ce n'est pas forcément pour le cerveau directement, mais pour soutenir la santé intestinale, donc les prébiotiques, les probiotiques et les fibres sont essentiels.
Et il est maintenant prouvé qu'une partie du métabolisme des œstrogènes se produit réellement dans l'intestin. C'est donc une autre façon de protéger la santé hormonale et de soutenir la santé intestinale. Je pense que vous parlez de l'œstrobolome, que nous connaissons maintenant sous le nom de microbiome féminin. Pouvez-vous expliquer comment ce microbiome féminin très spécifique agit sur le cerveau des femmes? Non, car les recherches n'ont pas encore été tout à fait menées. Mais ce que nous savons, c'est qu'une partie du microbiome est désormais appelée l'œstrobolome, comme vous l'avez dit, et qu'il est responsable du recyclage des œstrogènes dans l'intestin. Il fait donc partie du processus qui décide de la durée de présence des œstrogènes dans la circulation et du moment où il faut les éliminer par sécrétion. Et je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a des peptides et des protéines très spécifiques qui sont produits et qui aident à réguler ce processus. Et ils peuvent être une source d'œstrogènes pour tout le corps, y compris le cerveau, en redistribuant les œstrogènes. Mais j'aimerais voir plus de recherches liant directement cela à la santé du cerveau, ce qui est, je pense, une partie manquante de la conversation. En neurosciences, nous savons que le microbiome dans son ensemble a un impact. La santé du microbiome a un impact sur la santé du cerveau, en particulier sur l'humeur. Et j'aimerais voir plus de recherches sur l'œstrobolome et la santé cérébrale des femmes en particulier. Mais ce qui semble clair, c'est que nous devons le protéger. Nous voulons protéger ces bons microbes et on y parvient en mangeant des aliments d'origine végétale. Clairement, c'est évident. Vous dites que le cerveau est très sensible au statut en micronutriments. Quels nutriments clés sont les plus critiques pour la fonction cérébrale et pourquoi les carences sont-elles si courantes? Eh bien, il y a certaines carences nutritionnelles qui ont été immédiatement associées à des symptômes neurologiques, surtout les carences en vitamine B. Je dirais que la B12 est la première qui me vient à l'esprit. On vérifie aussi, on dépiste toujours les taux de B12 dans le cadre d'Alzheimer, le bilan pour un diagnostic d'Alzheimer ou la prévention d'Alzheimer. Parce qu'une carence en vitamine B12 peut mener à des symptômes comme le brouillard cérébral qui imite les troubles de mémoire, la confusion et les symptômes cognitifs de la démence. C'est donc clairement un nutriment important pour la santé du cerveau. On dépiste toutes les vitamines B. Les antioxydants sont importants. On ne cherche pas toujours, les graisses, le métabolisme des graisses, n'est-ce pas? Il faut avoir les taux appropriés de cholestérol et d'acides gras, poly, mono et totalement saturés. Tout le monde parle des oméga 3 et oméga 6, mais il en existe de nombreux types différents d'acides gras qui peuvent favoriser la santé cérébrale. Cependant, les acides gras polyinsaturés doivent être reconstitués. Le cerveau en a besoin pour préserver les membranes, l'intégrité membranaire dans le cerveau, et ceux-là ne peuvent provenir que de l'alimentation. Vous savez, quelque chose qui m'intéresse beaucoup depuis longtemps, c'est le cholestérol et la santé du cerveau. Ouais. Et je trouve donc qu'il y a beaucoup de gens qui disent que nous devons manger beaucoup de viande ou beaucoup d'aliments contenant du cholestérol. Parce que le cerveau contient beaucoup de cholestérol et que ces aliments peuvent donc être utiles. Mais en réalité, le cholestérol alimentaire ne peut même pas pénétrer dans le cerveau. Et je pense qu'il est important que tout le monde sache que le cerveau fabrique son propre cholestérol à la naissance. Et puis, il s'isole de tout ce qui est extérieur, de sorte que du cholestérol peut sortir du cerveau, mais aucun cholestérol ne peut y entrer. Donc, l'idée qu'il faille manger des aliments contenant du cholestérol pour reconstituer les graisses de votre cerveau est non,
ce n'est tout simplement pas correct. Et cela doit être rectifié. Donc, un peu de cholestérol est bon pour vous. C'est aussi le substrat de toutes les hormones que votre corps produit. Il est donc important d'avoir du cholestérol dans son alimentation, mais pas forcément pour la santé du cerveau. Et je trouve ça intéressant. C'est très intéressant. Merci. Et vous avez parlé d'Alzheimer. Vous soulignez que les femmes, plus que les hommes, sont touchées par la maladie d'Alzheimer, avec environ 2 femmes pour un homme, notamment parce que le cerveau féminin vieillit différemment. Pourriez-vous expliquer comment et pourquoi? Oui, si je pouvais. Si je pouvais vraiment l'expliquer, j'aurais sans doute le prix Nobel, mais je peux vous dire ce que nous savons pour l'instant. Parfait. Ça ira. Oui. Nous savons donc depuis les années 1990, depuis 1994, qu'après le vieillissement lui-même, être une femme est le facteur de risque le plus important pour la maladie d'Alzheimer. À tel point que les femmes ont 2 fois plus de risques de développer Alzheimer au cours de leur vie que les hommes, à partir de 45 ans. Ainsi, à ce jour, du simple fait d'être née femme, votre risque de contracter Alzheimer au cours de votre vie est de 20%, soit 1 sur 5. Et il est de 10% pour les hommes du même âge à partir de 45 ans. Et cela a été complètement ignoré. En médecine et en neurosciences pendant très longtemps, même si nous savons qu'il existe des troubles neurologiques et psychiatriques qui touchent plus les femmes que les hommes et d'autres qui touchent plus les hommes que les femmes, n'est-ce pas? Mais ceux-là ont été un peu mieux étudiés alors que les différences liées au sexe en neurologie n'ont pas été approfondies. Ainsi, les femmes sont 2 fois plus susceptibles d'être également diagnostiquées d'un trouble anxieux généralisé ou de symptômes dépressifs. Nous sommes 3 fois plus susceptibles de souffrir d'une maladie auto-immune, y compris celle qui affecte le cerveau, comme la sclérose en plaques. En fait, le ratio peut aller jusqu'à 1 pour 4 pour les femmes. C'est donc encore plus frappant. Les femmes sont aussi plus susceptibles de souffrir de maux de tête et de migraines à tout âge et à tout moment de la vie. Nous sommes plus susceptibles de développer des méningiomes, qui sont la forme la plus courante de tumeurs cérébrales, généralement bénignes, mais ce n'est quand même pas génial d'en avoir une. Et nous sommes aussi beaucoup plus susceptibles de mourir d'un AVC que les hommes. Et ce sont des différences importantes à connaître, car la prévention doit tenir compte de la prévalence, n'est-ce pas, du ratio de prévalence et d'incidence de ces troubles, pour vraiment les cartographier dans les essais cliniques, puis cibler les thérapies et les calendriers d'intervention pour la biologie spécifique en question. On n'y est pas encore tout à fait. C'est très intéressant. Et en parlant d'Alzheimer, pour faire une brève parenthèse, Nesséden, qui est votre directrice de collection ici en France, a été particulièrement touchée par le soutien de Maria Shriver à votre travail. Ce soutien a également permis d'attirer une attention considérable sur votre livre, à tel point que la sortie du livre d'une grande célébrité internationale aurait été reportée pour vous faire de la place. Pouvez-vous nous dire un petit mot sur le soutien de Maria Shriver à votre travail? Oh mon Dieu, je pourrais parler de Maria pendant des jours entiers. Elle a été absolument incroyable avec nous. On s'est rencontrés il y a plus de 10 ans maintenant. Elle m'avait invité à présenter une recherche lors d'un événement qu'elle organisait. Et à l'époque, je ne savais pas trop comment parler à des gens qui n'étaient pas des scientifiques ou du milieu universitaire. Alors je l'ai juste dit. Vous savez, le cerveau à la ménopause est un cerveau qui change. Et voici à quoi il ressemble avant et après la ménopause. Et vous voyez de façon très directe comme le ferait un scientifique. Et elle a dit, oh là là, attendez une minute. Puis elle me l'a répété d'une manière qui m'a fait dire, waouh, c'est tellement plus clair maintenant que vous le dites comme ça. Elle a été une défenseur fantastique de la recherche et un soutien incroyable.
Et sa fondation, le Women's Alzheimer's Movement, a aussi soutenu nos recherches pendant de très nombreuses années. Ils nous ont accordé des financements de démarrage pour des études pilotes, pour examiner des choses que je ne pouvais financer d'aucune autre manière. Par exemple, j'avais cette idée de vouloir mesurer l'activité des œstrogènes dans le cerveau. Comme vous le savez, on peut mesurer les hormones dans le sang, mais il n'y a aucune corrélation entre les taux d'hormones dans le sang et dans le cerveau. C'est pourquoi on n'utilise pas de tests sanguins pour diagnostiquer la ménopause ou pour décider si une femme a besoin d'un traitement hormonal pour la ménopause. Ce qui provoque les symptômes que nous essayons de soulager, ce sont les hormones comme les œstrogènes dans le cerveau. C'est comme le cholestérol, n'est-ce pas? C'est dans le cerveau, ça reste dans le cerveau. Ils proviennent, enfin dans ce cas, les œstrogènes proviennent aussi des ovaires, mais le cerveau les isole en quelque sorte, car il essaie de maintenir une concentration constante, alors que dans le reste du corps, toutes les 2 semaines, ça monte et ça descend. Mais ça doit être stable, plus stable à l'intérieur du cerveau. J'avais donc besoin de mesurer les œstrogènes dans le cerveau, et il n'existait aucune technique pour faire cela. Et j'ai dit à Maria et à son équipe, je pense qu'on peut y arriver. Mais vous savez, c'est coûteux. C'est un pari. C'est un saut dans l'inconnu. Je ne peux pas garantir le succès. Je pense qu'il faut que ce soit fait. Et elle a dit, vous savez quoi, faisons-le. Et elle a cru en nous. Et elle nous a permis de publier la première étude montrant l'activité des récepteurs d'œstrogènes dans le cerveau des femmes d'âge moyen à différents stades de la ménopause. Elle est fantastique. Vous savez, c'est une force de la nature. Elle est si gentille et elle est si adorable. Et elle est tellement impliquée. Et elle est si intelligente, si brillante et si forte. Et elle défend tellement la santé des femmes et les femmes. Elle, vraiment, j'espérais qu'elle se présente à la présidence. Moi aussi, en fait. Docteur Mosconi, nous avons beaucoup parlé des œstrogènes. Et actuellement, on parle de la testostérone, pas seulement comme une hormone masculine, mais aussi pour les femmes. Une hormone importante pour le cerveau également. Pouvez-vous expliquer en quoi la testostérone est importante pour le cerveau des femmes? Eh bien, la testostérone est une hormone importante à bien des égards, notamment parce qu'elle est un substrat pour la production d'œstrogènes, n'est-ce pas? La testostérone peut être convertie en œstrogène dans le cerveau. C'est donc également important. Mais aussi, le cerveau des femmes contient également des récepteurs d'androgènes. Et cette fonctionnalité a été moins étudiée que l'œstrogène, mais c'est devenu un sujet très brûlant maintenant. Et j'ai vu de nombreuses études commencer ou recommencer tout récemment. On a eu un peu de recherche de fait, mais maintenant il est vraiment temps de passer à la vitesse supérieure et de voir si on peut obtenir plus de données sur l'utilité de la testostérone, pas seulement pour la libido, ça c'est admis, n'est-ce pas? Et la thérapie à la testostérone est accessible aux femmes ayant une faible libido, surtout après la ménopause. Mais je pense, vous savez, qu'aussi pendant la transition, ce serait un bon moment pour beaucoup de femmes. Ce que nous devons clarifier, c'est si la thérapie à la testostérone, pas l'hormone que nous produisons nous-mêmes, mais si la réintroduction de testostérone de l'extérieur par voie pharmaceutique peut soutenir la santé cognitive, l'humeur, l'énergie. Nous avons des preuves anecdotiques de nombreuses femmes selon lesquelles la testostérone, elles sentent que la testostérone les aide pour l'énergie et la clarté mentale, mais cela doit être confirmé par des essais cliniques. J'espère donc voir cela se faire bientôt. Docteur Mosconi, quelle est votre position sur le traitement hormonal substitutif? Ma position est que je suis vraiment ravie que ce soit maintenant sur le tapis.
Pendant de très nombreuses années, on a activement découragé les femmes d'utiliser l'hormonothérapie et on nous a presque fait sentir comme si nous devions faire un choix entre nos seins et notre cerveau, n'est-ce pas? Voulez-vous vous sentir mieux, mais risquer alors un cancer du sein? Et je pense que la conversation a changé de manière si radicale ces dernières années. Depuis 2022, quand les sociétés professionnelles ont mis à jour leurs directives, et elles indiquent clairement toutes les sociétés, que l'on peut trouver presque toutes les sociétés, je suppose, elles indiquent clairement que le risque de cancer du sein est très faible pour les femmes éligibles. Évidemment, il y a des contre-indications, mais pour les femmes éligibles, soit la plupart des femmes, alors le risque d'apparition d'un cancer du sein est considéré comme un événement rare. Et pour être tout à fait clair, ce n'est pas nul, mais c'est rare. Ce n'est pas, je dirais ce qu'elles disent, à savoir que les bénéfices l'emportent souvent sur les risques et qu'un examen personnalisé est vraiment important. Parce qu'évidemment, si vous présentez déjà un risque de cancer du sein, alors vous voulez être plus prudente. Mais si vous n'avez aucun antécédent de cancer du sein, alors dans ce cas, les directives sont très optimistes. Maintenant, pour la santé du cerveau, cependant, ce qui est plutôt mon domaine. Donc, pour tout ce qui se trouve en dessous du cou, nous, mon équipe et moi, nous suivons les recommandations des sociétés professionnelles. Et celles-ci sont disponibles publiquement. Elles sont sur Internet. Elles peuvent être téléchargées. En ce qui concerne la santé du cerveau, nous avons besoin de plus de recherche. C'est vrai. Nous savons que l'hormonothérapie pour la ménopause peut être très bénéfique pour certaines femmes. Nous savons aussi que ce n'est pas magique. Exact. Nous passons maintenant de n'y toucher pas. À toutes les femmes devraient en prendre. La vérité et la réalité sont toujours quelque part entre les deux, non? Certaines femmes en bénéficient, d'autres ne sont pas éligibles et d'autres pourraient ne pas profiter de l'hormonothérapie. Nous devons mieux comprendre qui va répondre positivement, surtout lorsqu'il s'agit de la santé du cerveau, n'est-ce pas? Et qui pourrait ne pas le faire? Et nous faisons cela en ce moment même. Je ne sais pas si vous le savez, je viens de lancer un programme de recherche. Il s'appelle CARE, Réduire le risque d'Alzheimer grâce à l'endocrinologie. C'est un programme de recherche de 50 millions de dollars. C'est international. Je dirige le programme. Je l'ai conçu. Et il est parrainé par Wellcome Leap, qui est une filiale indépendante du Wellcome Trust, basée à Londres. Et le programme est international dans le sens où j'en suis la directrice. Et beaucoup de scientifiques ont postulé pour travailler avec nous. Et nous avons sélectionné 37 sites dans le monde entier. Et maintenant, nous travaillons ensemble sur beaucoup de choses, mais aussi pour tester l'hormonothérapie pour la santé cérébrale et la prévention d'Alzheimer chez les femmes. Et c'est un sprint. C'est un sprint de 3 ans. Nous devons avancer très, très vite. Et nous prévoyons de partager les résultats de notre travail en juillet 2028. Incroyable, j'ai hâte. Merci beaucoup pour ça. Oh, merci à vous. C'est un honneur. C'est un tel honneur et un privilège de pouvoir faire cela. Merci. Qu'entendez-vous par l'idée d'une ménopause en douceur? Je pense qu'en tant que femme, on nous a appris à vraiment craindre nos hormones et à nous méfier de notre cerveau. Et cela n'aide personne. Vous savez, toutes les femmes qui vivent assez longtemps, ce qui n'est pas si long, honnêtement, toutes les femmes qui atteignent le milieu de la vie passeront par la ménopause. Et je pense que c'est un moment qu'il faut simplement accepter comme n'importe quelle autre étape de la vie. Nous avons traversé la puberté. Certaines femmes ont magnifiquement vécu leur grossesse. Et maintenant, la ménopause arrive, que vous le vouliez ou non. Alors, je pense que le mieux est d'être douce avec soi-même et avec son corps et d'apprécier le fait que votre corps a besoin de passer par un changement.
et que votre corps a tant fait pour vous, n'est-ce pas? Chaque minute de votre vie et que votre corps vous aime. Chaque cellule de votre corps travaille sans relâche pour s'assurer que vous vous épanouissiez. Elles font de leur mieux. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est juste prendre 1 minute et donner en retour. Nous voulons faire des choix intelligents pour soutenir et chérir nos corps quand ils ont besoin de soutien, n'est-ce pas? Au lieu d'être en colère contre notre cerveau parce qu'il a peut-être des ratés, n'est-ce pas? Ou qu'il ne fonctionne plus aussi bien qu'avant parce que le sommeil est peut-être difficile à trouver. Oui, il est tout à fait normal d'être contrarié que ces choses arrivent, mais il est important de sentir que nous avons un certain contrôle et un certain pouvoir là-dessus. Nous pouvons prendre des décisions intelligentes et de bonnes décisions pour soutenir la santé de notre cerveau et de notre corps à tout âge, à tout moment, et un soutien médical est disponible, n'est-ce pas? Il existe l'hormonothérapie pour celles qui en ont besoin. Il existe des thérapies non hormonales. Il y en a de plus en plus que jamais auparavant. Elles fonctionnent aussi et sont efficaces dans les essais cliniques. Il y a le mode de vie. Vous parlez toujours de régime et de nutrition, c'est vraiment important. Tout comme l'exercice, l'hygiène du sommeil et la réduction du stress. C'est important de mener une vie douce et d'être douce avec soi-même, surtout dans les moments de vulnérabilité. Faites confiance au processus. Demandez de l'aide si vous en avez besoin, n'est-ce pas? C'est important de le faire. Il est important de savoir clairement si une aide est nécessaire ou non. Il n'y a aucune honte. J'ai l'impression que tant de femmes ont presque honte quand elles traversent la ménopause. On nous a fait sentir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ça. Il n'y a rien de mal à cela. C'est donc mon point de vue. Je dis toujours à mon mari, vous savez, quand j'étais enceinte, j'ai eu des baby showers, j'ai eu des cadeaux, j'ai eu des fêtes. Quand j'ai traversé la puberté, même mes parents célébraient, ils disaient « Super, allons-y ». Et je lui ai dit « Quand je serai ménopausée, je veux une fête ». Attends, tu sais? Oui, à une célébration. Ouais. Quelle excellente idée. Je veux dire, nous devrions célébrer la ménopause comme un pouvoir pour les femmes, un nouveau pouvoir. Oui, absolument. C'est une nouvelle étape de la vie. Oui. Oui. Merci beaucoup, docteur Musconi, pour tous ces messages. En France, les gens ont vraiment attendu votre travail. Nous le soutenons activement avec Nécéden, votre édition collector. Je dois vous demander quelque chose car la communauté a vraiment beaucoup de questions pour vous. Et dans les semaines à venir, nous allons beaucoup partager toutes vos études et tout ce que vous dites. C'est tellement important. Pourrions-nous prendre 5 questions de la communauté et seriez-vous capable d'y répondre rapidement en vidéo? Des réponses rapides en vidéo que nous pourrions partager en stories, par exemple, à la communauté? Ouais, aimeriez-vous faire un direct sur Instagram? Non, peut-être que je ferai de petites vidéos de gens posant des questions où je vous enverrai les questions. Oh. Bien sûr, d'accord. Envoyez-moi juste une vidéo de vous répondant, puis nous pourrons partager avec la communauté car ils sont ravis de votre livre. Je vais beaucoup parler de votre livre. À la communauté française, et je sais qu'ils adoreront avoir votre réponse sur ces questions spécifiques. Je pourrais donc sélectionner 5 questions, et si vous pouviez y répondre par vidéo, ce serait génial. Bien sûr, absolument, ce serait un plaisir. Pouvez-vous traduire pour moi? Oui, bien sûr, je le ferai, bien sûr. Et vous pouvez répondre en anglais, puis nous sous-titrerons et tout le reste. Alors soyez totalement à l'aise. Je peux donc vous envoyer ça peut-être la semaine prochaine, parce que nous commençons la promotion la semaine prochaine. Oui, je voyage toute la semaine prochaine. Je reviens samedi, donc je devrais le faire la semaine suivante quand je serai de retour à New York, mais absolument. Ce serait parfait. Merci. Beaucoup, docteur Moscone, pour cet échange. C'était incroyable. C'est un sujet tellement important, vraiment. Merci. Merci beaucoup de m'avoir reçu et d'avoir fait ça. J'apprécie vraiment.